Geret HaKodesh Siman Chaf, page 260. 8 lignes par le bas, Velachen Nikra Keter Malchut. Dans ce passage du Siman Chaf, le Mourazaken nous parle de Ikar Itavut Hayesh, où le Yesh va principalement commencer à exister. Et on a défini l'étape dans le Seder Ishtalchelut à partir de laquelle le Yesh commence à s'installer de façon principale, ça veut dire de façon sérieuse. Et on l'a défini comme étant celle de Malchut. Pourquoi Malchut? Parce que Malchut a deux caractéristiques qui rejoignent la création. La création est séparée de Dieu dans son sentiment. Et elle est multiple. Et c'est justement la caractéristique, ce qui distingue Malchut. On ne peut régner que sur ceux qui sont séparés de soi. Un roi ne règne pas sur sa famille. Un roi ne règne pas sur ses proches. Et Malchut est associé à la parole, Ruach Piv Kol Tzevam, la parole de Dieu, puisqu'un roi ne règne que par la parole, il doit parler pour pouvoir dicter ses décrets. Et la parole, justement, a la particularité à partir d'un son, de se diviser en énormément de lettres et de mots différents. Et donc, ce sont ces deux notions de pirou, de ribouille, de séparation et de multiplicité, de diversité que l'on trouve à la fois dans Malchut et dans la création. Ça, nous avons dit que pour l'essentiel, le Yesh Anivra s'installe au niveau de Malchut. Quel niveau de Malchut? Pas le niveau supérieur qu'on a appelé les jours précédents les 30 Kelim de Malchut, mais le niveau inférieur qu'on a appelé Malchut qui devient Atik de Bria, c'est-à-dire l'origine de Bria. Dans la Mourazaken va aller plus loin. On a commencé ce volet hier. Il dit que Malchut est aussi appelé Alma de Galia. L'azot nikret Alma de Galia. Pour cette raison, Malchut est appelé le monde de la révélation. Alors le pshat, ça veut dire que c'est à partir de Malchut que le monde se révèle. Mais le sujet, c'est pas le monde. Le sujet, c'est Dieu. Malchut vient révéler Ein Sof. Alors d'abord, on savait que Malchut venait révéler Koach Ein Sof. C'est-à-dire que la faculté de créer quelque chose à partir de rien, c'est une faculté qui est exclusive à Dieu, à Ein Sof, mais ce potentiel, cette faculté ne s'exprime, ne s'installe qu'à partir de Malchut. Les 9 sphirotes qui précèdent Malchut ne sont pas en mesure de réaliser cela, de créer quelque chose Yesh Ma'ayin. Pourtant, elles portent en elles la lumière infinie de Dieu, mais elles se concrétisent qu'à l'étape de Malchut. Alors, on avait fait le lien, là on s'est arrêté hier, du coup entre Malchut et Keter. Puisque Malchut vient réaliser le potentiel qu'a Ein Sof de créer quelque chose à partir de rien, il est donc en relation directe, il vient révéler, qu'est-ce qu'il vient révéler, puisque Malchut est appelé Alma de Galia, il vient révéler la faculté que Dieu a de créer quelque chose Yesh Ma'ayin, c'est-à-dire la faculté la plus haute de Dieu, si on peut dire, et c'est pour ça qu'on l'a associé à Keter, que nous avons dit qu'un roi et la couronne ne font qu'un, une couronne, ça ne s'adresse qu'à un roi, le début est donc lié à la fin, le début, le terme par lequel on désignait Keter, la couronne, au-delà de tout le Seder Ishtalchelut, au-delà même de Chorma. Velachen Nikra, alors je reprends maintenant dans les mots. Velachen Nikra Keter Malchut. Et c'est pour cela qu'on appelle Malchut Keter Malchut. Parce que Keter se révèle à Malchut, qui est appelé Keter Malchut. Comme on dit dans Patach Elio, Keter Elion, ou Keter Malchut, dans le passage qu'on lit le vendredi. Le Keter d'en haut, la couronne d'en haut, c'est Keter Malchut. On lui associe le niveau de Malchut. Parce que les deux sont liés, parce que l'étape la plus haute, le Seder Ishtalchelut, se révèle au niveau le plus bas. C'est une idée qui va revenir régulièrement, de différentes façons. Mais ce qui est au plus haut se révèle là où, à la dernière étape. La reine Nikra Keter Malchut. Qu'est-ce que la Mourazaken a ajouté? Voilà, c'était sur ça qu'on s'était arrêté. Malchut ne révèle pas seulement la faculté de Dieu de créer quelque chose Yesh Ma'ayin, à partir de rien. Il révèle Dieu lui-même. Keter Malchut, pourquoi Keter est appelé Keter Malchut? Pour dire que Dieu ne révèle pas seulement, Malchut ne révèle pas seulement une faculté de Ein Sof, mais Ein Sof lui-même. On va voir. Qui Ein Keter Ela le Melech, il n'y a de couronne que pour le roi. La couronne ne revient qu'au roi. Pour ça, on enlève les Tfilin Rosh Chodesh. Ça ne se fait pas d'abord nous-mêmes, d'être nous-mêmes couronnés et de lui dire Keter Itenu Lecha. Pour ça, comme je disais hier, lorsqu'on a voulu mettre Moshe Rabbeinu à l'épreuve, on lui a montré une couronne. C'est ce qui représente la royauté. On va jamais mettre une couronne à un chacham ou à
quelqu'un de sage ou n'importe quoi. La couronne, ça évoque la royauté. Ken Keter Ela le Melech. D'ailleurs, c'est pour cette raison, vous vous souvenez, il y a une histoire. Au détour de cette histoire, on explique pourquoi le roi, lorsqu'il doit poser sa couronne pour dormir, il la pose sur le clou accroché au mur et pas sur la tête de l'un de ses serviteurs. Parce que si on la met sur la tête de l'un de ses serviteurs, alors il va se prendre pour le roi. Alors que si on le met sur le clou qui est dans le mur, le clou, il va jamais se prendre pour le roi. Voilà. C'est l'idée. C'est l'idée que sur quoi je peux accrocher la couronne? Sur le clou. Où va se révéler Keter? Sur Malchut. Malchut qui est la dernière des Sphirot, qui n'a rien d'elle-même, qui est effacée devant toutes les autres. Vegam, qui prina acharona d'Ein Sof, i Malchut d'Ein Sof. Même lorsque l'on contemple Ein Sof, donc au-delà du Seder Ishtalchelut, le dernier niveau s'appellera Malchut de Ein Sof. Ça veut dire que Malchut va toujours désigner la dernière étape dans un système. Alors quand on est dans le monde de Hatzilut, Malchut va désigner la dernière étape dans l'enchaînement des Sphirot du Seder Ishtalchelut. Si on regarde à un niveau supérieur, Ein Sof, l'infini divin, eh bien on va aussi distinguer Malchut de Ein Sof. C'est pour ça que Malchut lui est aussi appelé Keter. Ce n'est pas seulement Keter que l'on appelle Keter Malchut, mais Malchut est aussi appelé Keter. C'est dire qu'il y a une relation profonde entre le niveau le plus haut dans le système et le niveau le plus bas, entre Keter et Malchut. La royauté dépasse tout ce que... On n'est pas obligé d'être intelligent pour être le roi. Je ne sais pas comment les rois deviennent des rois. Après une guerre, après ce genre de choses. Ils ont conquis un pays, ils se déclarent le roi. Et c'est tout. Voilà. C'est pas spécialement le plus intelligent, quoi. Ça veut dire c'est au-delà des qualités que l'on appellerait l'intelligence ou la loyauté ou la bonté ou je ne sais quoi. C'est le roi. Pour ça on dit d'Achashverosh, c'est marqué dans les livres, Meler Tipeshaya. C'était un roi impulsif, pas très intelligent, enfin, voilà, c'était un roi un peu simple. Ok. Mais il était roi. C'était pas le plus intelligent, c'était pas le plus futé, mais il était roi quand même. Il suffit qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. Et en général, je pense que c'est en gagnant des batailles, quoi. Je pense, en faisant la conquête d'autres territoires, et voilà, il se proclame le roi. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'avons-nous dit de plus avec ces dernières lignes? Je récapitule un peu, comme ça on essaie de suivre le fil. L'Admour Azaken nous parle de l'étape à partir de laquelle s'installe de façon plus effective, pas encore concrètement, matériellement je veux dire, mais de façon plus effective, le concept de Yesh Me'ayin, à partir de Malchut. Puis il continue et il dit, Malchut ne vient pas seulement révéler la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose Yesh Me'ayin, il vient révéler Ein Sof lui-même. Pour ça on l'appelle Almad et Idgalia, et pour ça on le confond avec Keter, parce qu'il révèle Ein Sof. Keter, c'est au-delà du Seder Ishtalchelut, au-delà de l'enchaînement des Sphirot du monde d'Hatzilut. Et c'est là que commence Yesh Me'ayin, mais Ikar principalement. Dans l'Admour Zaken continue. Umagam ki briat aneshamot. Malchut n'intervient pas seulement à une étape extraordinaire dans le système, le plus bas des Sphirot, mais en même temps c'est lui qui intervient, donc je récapitule. Dans la création Yesh Me'ayin, c'est lui qui vient révéler Ein Sof, Keter Malchut, pas seulement la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose Yesh Me'ayin, Ein Sof lui-même, Keter Malchut. Et on va dire tout de suite qu'il est aussi impliqué dans la naissance de Neshamot. Et Gam qui brillate à Neshamot Mimena, la création de Neshamot, pour être précis ici, mais qu'on va appeler tout de suite leur naissance. L'Iyat Yesh d'avoir Nifra du Fnatsu Bolam Abriya. Les Neshamot qui vont devenir un Yesh. Maintenant, elles vont exister. Parce qu'auparavant, dans le monde d'Hatzilut, vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous avons dit que les Neshamot des Malachim, ou les Neshamot de l'homme dans le monde d'Hatzilut, n'appartenaient pas au Yesh, à la création, même dans son concept le plus spirituel, n'étaient pas complètement identifiables au divin parce qu'elles ne sont pas capables de créer quelque chose à partir de rien. Mais on a appelé ça Me'ein Elokut, assimilable au divin. Donc, on était dans cette étape intermédiaire. Mais ça concerne les Neshamot des Malachim ou de l'homme dans le monde d'Hatzilut. Lorsque ces Neshamot vont passer au monde, parce qu'il faut
au bout du chemin, il faut qu'elles intègrent un corps matériel. Alors, pour pouvoir intégrer un corps matériel, il va falloir qu'elles empruntent le même chemin que l'ensemble de la création. Elles vont donc, elles aussi, devoir être créées. Créées, pas dans le sens où avant, elles n'existaient pas et maintenant elles existent. Auparavant, elles existaient, mais sous une forme qui était assimilable au divin. Leur existence et celle de Dieu étaient liées. Maintenant, il faut qu'elles prennent une existence qui va déjà leur apporter un peu plus de yesh, un peu plus d'ego. Pas encore l'ego que peut avoir le corps dans ce monde, mais un peu plus en direction de la création. Et ça, on va appeler ça Venikra Beshem Leda. On va appeler ça une naissance. Pourquoi on appelle ça une naissance? Parce qu'au cours d'une naissance, avant, il n'y avait pas le bébé, et maintenant, il est là. Comme un bébé. Au départ, il est dans le ventre de sa mère, et ensuite, il sort du ventre de sa mère. Ça veut dire, c'est l'image que l'on va prendre tout de suite. C'est l'image qu'on va prendre tout de suite pour dire quelle étape on a franchie ici. Quand les Neshamot du monde de Hatzilut passent au monde de Bria et empruntent le système de la création de Bria, c'est pas juste, elles sont descendues à l'étage inférieur. C'est qu'on va comparer ça à une naissance. Pourquoi? Parce qu'auparavant, elles étaient assimilables au divin et maintenant elles sont assimilables à la création. On n'a pas juste fait un petit pas en avant là. On a franchi un ravin entier. Oui, elles étaient assimilables au divin. C'est un me'ein elokut, semblable au divin. Et tout à coup, elles deviennent appartenir à Bria, appartenir à la création. Ça, on appelle ça Bria. On appelle ça la naissance des Neshamot. Alors, Venika Beshem Leda, c'est ce qu'on appelle la naissance des Neshamot, lorsqu'elles empruntent le système de la création, juste pour insister juste sur cette étape qui est très spéciale et qui ne ressemble à aucun autre élément de la création, parce qu'il y a plein d'autres choses qui ont été créées. Mais les Neshamot sont différentes, parce que lorsque un élément dans la création a été créé, il provient du divin. Et quelle est son origine? Si on remonte, on va dire que à l'origine, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il a perdu son identité, si on peut dire, celle qu'il avait au départ. Avant d'avoir été créé Yesh Me'ayin, il était quoi? Il était confondu avec le divin. Avant, il n'existait pas de Yesh Me'ayin, ce n'était que il avait Aloul. Maintenant, il a été créé. Il se sépare du divin. La différence avec les Neshamot, c'est que même lorsqu'elles vont être créées, elles ne se séparent pas du divin. C'est toujours, si on peut dire, un morceau de Dieu qui est né dans le monde de Bria. Mais il reste, voilà, il garde sa noblesse, si on peut dire. Contrairement à tous les autres éléments de la création. C'est ce qui va faire la différence entre une Neshama et le reste. Même si l'ensemble appartient à Yesh Me'ayin, parce que ça appartient à ce monde. Alors il y a dans ce monde un corps dans lequel on trouve une Neshama. Donc tout cela appartient bien au système que l'on a défini par Yesh Me'ayin, avec la différence que la Neshama garde ce Me'ein Elokut qu'elle avait. C'est pas qu'elle provient du divin. Elle reste un morceau de Dieu, si on peut dire, mais qui cette fois empruntait le même chemin de la création. Si on peut dire les choses autrement, la Neshama est très spéciale parce qu'elle est en même temps créée et en même temps divine. Alors que les éléments dans ce monde, ils ont été créés. Ils ont une origine divine. On ne dit pas de la Neshama qu'elle a une origine divine. La Neshama, elle est divine et elle l'est créée. C'est ça le chidouche. Elle n'est pas seulement c'est pour ça que j'insiste. La Neshama, elle n'est pas seulement d'origine divine. Tout est d'origine divine. La table, le corps, tout. La Neshama n'est pas seulement d'origine divine. Elle est divine. C'est plus fort. Elle a gardé son... Même si elle est née, voilà. Même si elle est née dans le sens où elle a emprunté le système, parce qu'il faut qu'elle intègre un corps physique, et donc elle doit traverser toutes les étapes du Seder Ishtal Shelut, Bria, Yetzira, Asiya. Elle emprunte le système qu'on a appelé Yesh Me'ayin, c'est très bien. Mais elle garde, maintenant on peut dire qu'elle a été créée, elle est née dans le monde de Bria, et elle va continuer son chemin. Et pourtant, elle garde, elle n'est pas seulement créée, elle est aussi divine, et pas seulement d'origine divine. Venikra Beshem Leda, qui Kriyat Yam Souf de Batikataya. Alors à quoi on va comparer la naissance de Neshamot? Kriyat Yam Souf. Ici, Kriyat Yam Souf est défini comme quelque chose qui est bien plus extraordinaire qu'une simple ouverture de la mer et une traversée. C'est la révélation de ce qui était caché. Quand la mer s'ouvre, bien le fond de la mer qui était caché se révèle. Pourquoi les choses se sont produites de cette façon-là matériellement? Parce que spirituellement aussi, les cieux se sont ouverts. Quel niveau du divin se révèle? Atik, celui dont on a parlé les jours précédents. Atik Atalia, pour ça on dit que Atik c'est le plus haut niveau de Keter.
Et lorsqu'on parle de la naissance du Neshama, on ne parle pas seulement d'un pas en avant que ferait la Neshama en direction de la création. On parle d'une fracture qui est aussi terrible que celle qui ferait que Keter va se révéler jusqu'à notre monde. Et lorsque Keter se révèle jusqu'à notre monde, alors comment ça se manifeste concrètement, matériellement, on va dire? La mer qui s'ouvre. La mer s'est pas ouverte parce qu'il y a eu un vent d'est, mais c'est pas le vent qui a fait ça. Ça a une origine spirituelle plus haute. Qu'est-ce que l'Admor Zaken veut ajouter ici? C'est dire que la naissance du Neshama, c'est pas comme la création de n'importe quel autre objet dans ce monde. Lorsqu'un objet est créé, ça procède de la formule Yesh Me'ayin, classique, on va dire, standard, et les choses se mettent en place, d'abord dans le monde de Bria, puis dans le monde de Yetzira, jusqu'à notre monde. Quand c'est une Neshama qui va être créée, là, il y a un ravin qu'on a franchi. Parce que la Neshama reste justement divine. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure. Elle est en même temps divine et en même temps, elle se révèle dans ce monde. En même temps, elle va intégrer un corps physique dans ce monde. Je résume et je récapitule. En quoi intervient Malchut? Puisque Malchut est désigné comme l'étape essentielle à partir de laquelle s'installe la formule Yesh Me'ayin qui procède dans la création. Malchut intervient donc principalement dans l'établissement de la création Yesh Me'ayin. Elle ne révèle pas seulement que elle ne révèle pas que la faculté qu'a Ein Sof de créer quelque chose Yesh Me'ayin. Elle révèle Ein Sof lui-même. Elle fusionne littéralement avec Keter. Et elle intervient dans la naissance de Neshamot. C'est dire que Malchut, qui est au plus bas, si on prend un peu de recul, Malchut finalement, qui est la dernière des Sfirotes, mais finalement c'est celle qui a les pouvoirs les plus hauts. C'est là que se révèle Yesh Me'ayin, le Koach Yesh Me'ayin. C'est là que se révèle Ein Sof, c'est là que se révèle Keter. La naissance de Neshamot, c'est là qu'elle procède. Et maintenant, on va dire tout de suite, même la gestation de Neshamot. Parce que on a compris que une naissance, ça se fait pas du jour au lendemain. Entre le moment de la procréation et le moment de la naissance, il se passe un peu de temps. Alors si c'est vrai pour le corps physique, on peut imaginer que ça va être vrai aussi pour une neshama quand elle va naître. Et alors, même si on va utiliser des mots un peu kabbalistiques, mais maintenant ça nous fait plus peur, on va utiliser des notions un peu moufchat comme ça. Mais en vérité, le système est très simple. De la même façon que dans la procréation, il y a un père et il y a une mère, et la mère va alimenter son bébé, et dans ce cas, il va grandir pendant 7 ou 9 mois, et ensuite il va finir par naître, et ensuite il va se développer, la vie va continuer. Eh bien, la même chose se passe pour une neshama. Alors pour la neshama aussi, on va parler de son père, de sa mère, là où se trouve la matrice, dans laquelle la neshama va évoluer. Donc on va juste utiliser des mots qui sont un peu moufchat, mais voilà, ça reste que dans l'idée, c'est pas compliqué. Et il dit Vegam kol gidul neshamot. Les neshamot vont grandir, se développer, comme un fœtus qui se développe. Kol zayin chodashim. Ça se passe pendant 7 mois. Bien, c'est l'exemple d'un fœtus. Mizivug shel shmini atzeret ad shvi shel Pesach. Il y a un moment pour la procréation et le moment de la naissance. Pour les neshamot aussi. À quel moment survient le zivug? Vous vous souvenez, on avait parlé de zivug, zeiranpin. Pour les neshamot, zivug de neshikin pour les neshamot de l'homme, et zivug neshikin pour les neshamot des malachim. On a expliqué que la relation était différente entre les sphirotes, parce que pour donner naissance à une neshama, eh bien, la relation entre les sphirotes n'est pas la même que pour donner naissance à la neshama d'un malach. Donc on parle bien d'un zivug, et ce zivug a lieu à Shmini Atzeret. Puis les neshamot entrent dans une période de gestation jusqu'à Shvi Shel Pesach. Shvi Shel Pesach, tiens, ça tombe bien avec Kriyat Yam Souf. Il y a Tikatalia. On a compris que là, il y aura le moment de la naissance, ça tombe pile au moment de Kriyat Yam Souf. Ou comme Gidul Zun bevet animaila. C'est ce qui correspond à Gidul, Zachar Venugva. Zachar Venugva, c'est le terme par lequel on désigne les Sphirot et Malchut. Dans le ventre de Emaïla, la mère d'en haut. La mère d'en haut, c'est le terme par lequel on désigne Bina. Donc, de la même façon que dans ce monde, pour qu'il y ait un bébé, il faut une mère. Une mère, un père. Et une période de gestation, et ensuite vient la naissance. Là aussi, simplement, le père, la mère et la période de gestation sont un peu différentes, parce que là, on parle d'une neshama, et là, on parle d'un bébé, d'accord? Qui vient alimenter, la mère s'alimente, elle nourrit son bébé. Eh bien, Emaïla aussi, Bina,
de Hatzilut, vient aussi alimenter son bébé, c'est-à-dire le Neshamot. Hamitlabesh va koltet zayin yacheleda. Elle vient s'y introduire 7 ou 9 mois. Kacha ubivrot haneshamot umalachim l'olam habriya. Il en va de même pour la création des Neshamot. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'elles n'existaient pas. Auparavant, elles avaient leur existence, mais qui était assimilable au divin, mais ein elokut. Et maintenant, elles ont été créées, elles sont passées à l'étape suivante. Et c'est vrai pour les Neshamot de l'homme, c'est vrai aussi pour les Neshamot des Malachim. Bon. Morazaken va continuer, mais l'idée sur laquelle on doit rester, parce qu'il y a encore quelques mots qui sont aussi un peu moufchat comme ça, qui sont un peu détachés de notre réalité, quoi. Mais l'idée est très simple, il y a une naissance, une gestation. On compare tout simplement les étapes qui précèdent la naissance d'un bébé aux étapes qui précèdent la naissance d'une neshama. Mais l'idée est que, à quel moment cette fracture se réalise? Encore une fois, c'est au niveau de Malchut. On sent donc que Malchut n'est pas seulement l'étape à partir de laquelle Yesh Ma'ayin commence à s'installer de façon sérieuse. C'est le révélateur de Ein Sof. C'est l'endroit où les Neshamot prennent naissance. Et on a compris maintenant que c'était pas juste une étape parmi d'autres dans le Seder Ishtalshelut. C'est l'étape cruciale. Et nous, on peut se poser la question. Et pourtant, c'est la dernière des Sfirot Malchut. C'est pas la première. Tu m'aurais raconté tout ça au sujet de la première des Sfirot de Chochma. Je t'aurais dit peut-être, c'est bien, je comprends. Mais la dernière, c'est elle qui reçoit l'ensemble, voilà, tout tombe sur elle. Et c'est l'idée vers laquelle l'Admor Zaken veut nous amener encore une fois. Que dans ce monde matériel, on pratique une mitzvah physiquement. Mais c'est là justement que vient toute la puissance de l'essence de Dieu.